7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. L'addition, nouvelle formule à la carte de la matinale que vous retrouverez désormais chaque jour de 9h07 à 9h40 avec l'équipe de Ligne Droite et un partenaire quotidien avec un thème majeur décliné sous plusieurs angles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Régis Le Sommier, directeur de la rédaction Omerta et reporter de guerre. Merci Régis Le Sommier d'être avec nous. Merci de me recevoir. Et c'est vous qui allez introduire cette émission avec un édito sur le sujet de votre choix. Alors le sujet de mon choix, j'ai choisi de revenir ce matin sur le ralliement de Robert Kennedy Jr. à Donald Trump. Je trouve que c'est un événement, malheureusement, qu'on a du mal. En fait, on mesure mal la portée en France, le séisme, plus exactement, que représente ce ralliement on va dire, le rejeton le plus célèbre de la famille Kennedy, même si les autres ne le suivent pas dans ce ralliement. Ça, on l'a bien compris, mais le fait qu'un Kennedy rejoigne l'équipe Trump, a priori les républicains, c'est effectivement historique. Alors, Robert Kennedy Jr., c'est qui d'abord ? C'est l'avocat des causes environnementales, plus célèbre aux États-Unis, les libertariens. C'est un peu une sorte de démocrate plus à la base, lutte contre la pauvreté, pour les droits individuels, contre l'argent surtout, qui corrompt tout en politique. Et il rejoint Trump, qui est le rejeton du capitalisme le plus ultra. Oui. Alors voilà pour les apparences. Cocasse, Alors, ce qu'il faut dire ensuite, c'est que Donald Trump et Robert Kennedy Jr., bien, ils ont aussi des points communs à la base, quand ils étaient plus jeunes. Ce sont des New-Yorkais, ils sont héritiers, on va dire, de familles riches et célèbres, surtout Robert Kennedy Jr. Le père de Donald Trump était un magnat de l'immobilier aussi. Donc ils ont été un petit peu les rois de New York quand ils étaient jeunes. Ils ont été aussi démocrates. Alors, c'est très étonnant aujourd'hui de dire que Donald Trump a été démocrate, mais il a même financé la campagne d'Hillary Clinton pour son élection au Sénat en 2000. Il a réitéré en 2007. Il était d'ailleurs à l'époque ami des Clinton. C'est très intéressant. Alors opportunément, dirons-nous, puisque à chaque fois qu'on est quand on est riche aux États-Unis, quand on est à la tête d'une grosse entreprise, évidemment, on donne aux partis politiques. Donald Trump a donné aux Républicains, il a donné aux démocrates, mais il était surtout, il avait les deux étiquettes et il penchait surtout plutôt du côté démocrate. Alors, ce qui est très intéressant avec ce ralliement, on peut se poser la question, et puis, comme je sais que j'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de résumer tout ça. On peut se poser la question de à qui ça va servir et à quoi servait cette candidature de Robert Kennedy Jr. Alors au départ, il a tenté cette aventure en politique. Il faut dire qu'il a obtenu jusqu'à 10% des intentions de vote dans les sondages. C'était quand même assez... C'était pour un troisième candidat, c'était quand même énorme face aux machines que sont le Parti démocrate et le Parti républicain. Donc c'était une belle performance. Dans un premier temps, les démocrates ont vu d'un bon œil l'arrivée de JFK Jr. parce qu'ils pensaient que le neveu de John Kennedy allait faire perdre des voix à Trump, et notamment dans des États clés, les États du centre, l'Ohio, le Michigan, la Pennsylvanie, que finalement ça leur servirait à eux. En fait, rapidement, ce qui est devenu assez clair, c'est que notamment avec le déclin de Biden affiché, la sénilité, etc., tout à ce à quoi on a pu assister, une partie des démocrates s'est désistée vers cette candidature par dépit en disant jamais Biden va gagner. Et donc, il a piqué des voix, on va le dire, largement aux démocrates. Et donc, il est devenu un danger. Et à ce moment-là, eh bien, le Parti démocrate a fait tous les recours possibles et imaginables, vous savez, pour que son nom ne soit pas sur les bulletins de vote dans ces États centraux, là où se joue l'élection. Ils ont même intenté des procès contre lui, enfin bref. Donc, au final, il a desservi un petit peu le camp démocrate. Une partie, quand Kamala Harris a été nommée à la faveur de la Convention de Chicago, eh bien, et avant... une partie de ceux qui avaient l'intention de voter pour Robert Kennedy Jr. se sont ralliés au camp démocrate, mais il reste quand même 5% des voix qu'il a toujours derrière son nom, et là, il se rallie à Trump. Donc, c'est un séisme. Non seulement la symbolique est absolument énorme, si Donald Trump l'emporte, eh ben, on dira qu'un Kennedy
la plus célèbre famille démocrate aura permis à un républicain, Donald Trump, d'être élu, et que au final, c'est vraiment peut-être un des énièmes épisodes de cette campagne, vous savez, qui est riche en feuilletons, depuis la tentative d'assassinat, le débat Trump-Biden, la tentative d'assassinat, le désistement de Joe Biden. Eh bien là, on a un Kennedy, un démocrate pur jus, qui rejoint Donald Trump. Alors, démocrate pur jus, il y en a aussi un autre qui est très important, faut pas oublier, c'est Elon Musk. Elon Musk qui a rejoint Donald Trump très rapidement dès la tentative d'assassinat, qui lui aussi était démocrate. On se dit, il y a 3 démocrates qui se rebellent contre la machine démocrate. Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que ça va aller au bout ? Là, pour le moment, c'est très incertain, c'est très difficile, parce que l'élection va évidemment se jouer dans un mouchoir de poche. Merci Régis Sommier pour cet édito. L'addition. Trop long. Non, c'est très bien. Alors, vous avez raison de parler des États-Unis. Effectivement, donc la campagne bat son plein. Il reste 80 jours à peu près, quelque chose comme ça avant le scrutin. Est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer aujourd'hui sur les sondages qui sortent ? Parce qu'en fait, les sondages indiquent que Kamala Harris se situe à 49%, Donald Trump à 47%. C'est très peu en réalité. Est-ce que, en fait, c'est la question que vous avez abordée. Est-ce que le ralliement de Kennedy est une réserve de voix ? Il faut attendre combien de temps pour vraiment se fixer ? On va le savoir, je pense, dans les prochains jours, si ça a un effet, notamment dans ce qu'on appelle les battlegrounds, c'est-à-dire les États pivots et swing states, appelez-les comme vous voulez. Il y a environ 10 États comme ça, où c'est des États qui comptent. Si vous voulez, aux États-Unis, pour résumer, si vous êtes électeur républicain au Texas ou électeur démocrate en Californie, votre voix ne compte pas. Ça veut dire que ces États sont acquis quasiment de façon absolue, et c'est pas là que ça va se jouer. Ça va se jouer donc dans 10 États, et aujourd'hui, dans ces États-là, bien malin sera celui qui pourra dire quel va être le sort des urnes. Ça va se jouer à quelques pourcents. C'est là où l'apport des voix de Robert Kennedy Jr. peut être effectivement très important. C'est-à-dire que quand on est à 1%, à quelques... Ça veut dire que ça va vraiment être... et que aujourd'hui, le vote populaire auquel vous faites allusion est certes intéressant, mais ça donne une tendance. Mais vous savez, dans l'histoire, Donald Trump a été élu en 2016 sans avoir le vote populaire. George Bush, en 2000, contre Al Gore, a été élu sans avoir le vote populaire. Al Gore avait obtenu plus de voix que George Bush, mais dans les États qui comptent, c'est ça l'arithmétique électorale, ce sont les grands électeurs, c'est ça qui compte, faut pas... et c'est là où il va falloir voir comment les choses vont évoluer. Marie Falicon. Moi, Régis Le Sommier, j'ai une question sur la légitimité des candidats. Pour Joe Biden, on se souvient, c'était sa sénilité qui était mise en avant. Et désormais, c'est l'origine étrangère de Kamala Harris qui semble l'empêcher d'accéder à la présidence des États-Unis, puisqu'elle est originaire d'Asie du Sud-Est. Aucun de ses parents n'avait la citoyenneté américaine à sa naissance. Est-ce que cela peut vraiment remettre en cause l'investiture de la candidate démocrate ? Alors, je ne sais pas qui va mener bataille si elle est élue, ou en tout cas dans les semaines qui viennent, pour l'empêcher d'y accéder. Je sais qu'il y a l'exemple d'Arnold Schwarzenegger qui avait été posé à l'époque. Arnold Schwarzenegger, moi j'avais eu l'occasion de lui poser la question, de l'interviewer quand il était gouverneur de Californie. Il est devenu gouverneur de Californie, et malheureusement il m'a dit, moi je ne pourrai jamais devenir président des États-Unis parce que mes 2 parents sont autrichiens, je suis né aussi à l'extérieur des États-Unis, et ça semblait être une impossibilité. Donc, est-ce que Kamala Harris est dans le même cas ? Je ne crois pas, parce qu'il y a quand même une différence, c'est qu'elle est née américaine, et que ça, je pense que ça lui offre finalement la possibilité de devenir présidente. Et puis, si la chose s'était posée, je pense que à l'époque, en étant vice-présidente, elle n'aurait pas pu être vice-présidente non plus. D'accord. Ok, donc affaire à suivre. Donc je ne sais pas. Alors, le ding-dong, ça veut dire première devinette. Vous avez essayé de deviner qui a dit la phrase suivante. Trop souvent, nous nous contentons du confort de l'opinion sans faire l'effort de penser. Qui a dit ça ? Oh là là. C'est un Américain. C'est lié vraiment à ce qu'on vient d'évoquer. Musk ? Non. Alors, c'est quelqu'un qui est décédé. Ah, quelqu'un qui est décédé. Vous pouvez participer, n'hésitez pas. Tu veux répéter, comme ça on réécoute. Ouais. Trop souvent, nous nous contentons du confort de l'opinion sans faire l'effort de penser.
Quelle érudition dans ce studio. Je l'ai passé, moi, cette idée. Non, En fait, c'est une phrase connue, mais on a du mal à mettre le nom sur cette phrase. Ouais. C'est John Fitzgerald Kennedy, Ah. évidemment, dans un discours à l'université de Yale en 62, quelques mois avant sa mort. On a même les sonores, génial. On va passer au second sujet, si ça vous va. Pas de souci. Le second sujet, écoutez, Israël et Palestine, je pense, parce qu'on a une petite actualité sur l'aspect international. Alors, qui voulait l'évoquer? Je crois que c'est Marie. Sur l'aspect international, effectivement, alors il y a eu une actualité cet été, puisque le Liban semble désormais au cœur des hostilités, frappé par Israël cet été pour éliminer des chefs de la milice pro-palestinienne du Hezbollah. Et cette dernière, le Hezbollah, a riposté hier dans une attaque d'envergure dirigée sur Israël. On a comme un sentiment de déjà-vu, Régis Le Sommier. Vous, quel est votre regard sur ce conflit sans fin? Déjà 75 ans, puis 325 jours depuis le 7 octobre dernier. Mon regard, c'est que je pense pas pour le moment je pense qu'on va éviter pour le moment la guerre. L'agence Reuters annonçait hier que Israël et le Hezbollah avaient annoncé chacun de son côté qui ne souhaitait pas l'escalade après cette riposte, on va le dire, on va l'appeler comme ça, du Hezbollah. Pourquoi elle riposte? Puisque Israël a éliminé un chef important du Hezbollah, Fouad Choukar, un historique du mouvement qui était là à la création du mouvement, très proche d'Hassan Nasrallah, lors d'une frappe en juillet, frappe ciblée, assassinat ciblé dans la ville de Darhieh, qui est le fief du Hezbollah au sud de Beyrouth. Donc il y avait un affront, il y avait en tout cas une humiliation subie par le Hezbollah, et le Hezbollah, en frappant Israël hier, a quelque part estime avoir rétabli une forme d'équilibre. Vous savez que le langage de la guerre, c'est comme ça, c'est comment une partie se sent offensée, une partie répond, et du coup, ça permet d'éviter la guerre totale. Aujourd'hui, je pense que ni le Hezbollah ni Israël n'a intérêt à ouvrir un deuxième front, de façon hors de ces tirs de missiles réciproques, où la chasse israélienne donne de sa pleine mesure. C'est ce qui s'est passé hier. Une partie des missiles que le Hezbollah avait l'intention de tirer ont été interceptés ou ont été détruits avant le départ par les avions israéliens. Le Hezbollah n'a pas d'armée de l'air, mais le Hezbollah a des missiles. Il en a de toute autre portée également que ceux qui ont été utilisés pendant cette riposte. Il a des missiles balistiques, il a des drones navals, il a tout un équipement absolument considérable, fourni en partie par l'Iran. Donc la machine de guerre du Hezbollah elle n'a pas donné sa pleine mesure hier. La machine de guerre israélienne non plus. Donc on sent bien que c'est des ripostes proportionnées, ou qu'on essaye de faire proportionner pour rester dans des cadres qui sont acceptables et que la guerre ne devienne pas une réalité régionale. Oui, alors 320 roquettes tirées, effectivement, et l'Iran en a profité pour réitérer ses menaces en disant, vous entendrez bientôt de bonnes nouvelles concernant notre vengeance si Dieu le veut. Tout l'été, il y a eu des menaces avec des dates annoncées, des vidéos de propagande. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux? Absolument. L'Iran, un des responsables iraniens disait, j'ai oublié son nom, quelque temps, que l'Iran fabriquait des missiles comme d'autres fabriquent des paquets de cigarettes. Donc sous-entendu, on en a des centaines, et c'est une réalité. L'Iran, on a souvent tendance à le voir comme un pays en déliquescence, avec une infrastructure, une oligarchie religieuse qui s'oppose à la population. C'est en partie vrai, mais l'Iran, c'est aussi une nation d'ingénieurs. Je rappellerai que l'irruption de l'Iran dans la guerre en Ukraine via les drones Shahid fournis à l'armée russe, qui ont fait des ravages dans le réseau électrique ukrainien à peu près, on va dire, à l'échéance d'octobre-novembre 2022, ont montré que les Iraniens étaient très sérieux et qu'ils étaient capables de fabriquer en série des drones pas chers pour lesquels il fallait utiliser des armes très chères pour les éliminer. Ça a été un vrai casse-tête pour l'OTAN, c'était un vrai casse-tête pour les Ukrainiens. Donc sur leurs missiles, on peut imaginer que les Iraniens ne sont pas non plus en reste, et qu'ils ont la possibilité de tirer des missiles balistiques. On sait très bien où ils sont d'ailleurs, ces missiles, mais ils sont quasiment impossibles à maîtriser. Ils sont dans les montagnes de l'Elbrouz, dans les chaînes de montagnes, de même que le Hezbollah a le même type de construction en sous-sol, très profondément, de rampes de missiles de tir balistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette menace, elle existe, elle est bien réelle. C'est pas simplement des échanges à l'ancienne comme on a pu voir là,
même si le Hezbollah a une puissance redoutable par rapport à l'époque où, de sa dernière guerre avec Israël en 2006, le Hezbollah est devenu une puissance considérable. On va dire que c'est le Hamas puissance 10. Voilà. Ah oui, d'accord. Et peut-être un dernier point sur ça, justement. C'est pas la première fois que Israël frappe Beyrouth. Est-ce que le risque, c'est pas aussi que les populations locales et même la communauté internationale soient exacerbées, s'indignent et que ça joue en défaveur d'Israël, ce qui se passe? Ouais, écoutez, depuis 30 ans, Israël frappe le Liban. Israël a même occupé le Liban. Je rappellerai, il faut quand même qu'on reprenne les choses dans l'ordre. La notoriété de Nasrallah, la notoriété du Hezbollah, elle s'est faite à cause ou grâce à l'occupation du Liban Sud par Israël. C'est ça qui a donné naissance à ce mouvement chiite radical. Et d'ailleurs, au Liban, sympathisants et adversaires du Hezbollah ne disent pas le Hezbollah, ils disent la résistance. Donc l'usage de ce terme en dit long sur ce qu'a fait le Hezbollah à l'époque. Et sa notoriété, d'ailleurs, dépassait les cadres simplement de ce qu'on appelle l'arc chiite, qui va de Téhéran à Beyrouth. Ce croissant chiite, c'était aussi, le Hezbollah était remarqué comme puissance de résistance par des groupes sunnites. Donc il y a eu une notoriété incroyable et une popularité incroyable de Nasrallah. Donc ça, c'est les Israéliens, quelque part, qui l'ont créé. Pourquoi le Hezbollah est devenu ce groupe puissamment armé, formidable en termes de dissimulation aussi? Ce qu'on oublie, c'est que si vous allez à Dariyeh, par exemple, dont j'évoquais tout à l'heure le fief du Hezbollah, on s'imagine un truc avec des forteresses partout, pas du tout. Vous baladez dans la rue, vous avez l'impression d'être dans une ville du Moyen-Orient ultra moderne. Vous allez dans les zones Hezbollah, vous trouvez au bord de la mer, vous trouvez des femmes en maillot de bain. Enfin, c'était complètement dissimulé. Le Hezbollah, moi j'ai eu l'occasion de les fréquenter, enfin de les croiser, on va dire, à Alep, en Syrie, parce que c'est ça qui a donné leur véritable rayonnement international, c'est la guerre syrienne. Vous les voyez pas, vous ne savez pas que c'est des mecs du Hezbollah. Il y a une unité d'élite, que j'ai pu croiser, là pour le coup, l'unité d'élite, vous comprenez tout de suite qui c'est, mais il n'y a pas d'insigne, il n'y a pas de barbe intempestive, il n'y a pas de côté c'est très très secret. Pourquoi c'est secret? Parce que le Hezbollah, pendant 30 ans, a fait sa force justement de cette capacité de dissimulation au Liban Sud et du fait de s'être confronté à une des meilleures armées du monde, c'est-à-dire Israël. Lisa Dutreuil. Est-ce qu'on pourrait faire peut-être un point sur le rôle de l'Occident dans le conflit? Est-ce qu'on a encore une carte à jouer, Régis Le Sommier? Alors, l'Occident, je ne sais pas. Nous, Français, je ne sais pas. Les Américains ont certainement une carte à jouer. C'est vraiment d'où le fait que tous ces événements se passent aujourd'hui, ces éliminations ciblées, les ripostes, etc. Parce qu'il y a une sorte, on ne va pas dire de vacances du pouvoir aux États-Unis, mais il y a l'année électorale, et une année électorale, c'est une année d'affaiblissement avec des promesses de part et d'autre données, une équipe au pouvoir, mais on a un président qui n'est pas démissionnaire, qui est toujours là, qui s'appelle Joe Biden, qui est très en pointe sur ce conflit, mais que dire d'un président qui s'est désisté pour sa reconduction. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème du côté de Joe Biden. Donc, au niveau de l'image et au niveau de la puissance que les États-Unis pourraient mettre derrière, évidemment, ça amoindrit les choses. Ne pas oublier aussi que tout ça est lié au 7 octobre, donc à ce qu'on appelle une surprise stratégique en art de la guerre, c'est-à-dire l'irruption du Hamas dans les kibboutz du sud d'Israël et la prise d'otages qui aujourd'hui est au cœur de la guerre, c'est-à-dire que l'opération terrestre menée par Israël à Gaza et se fait en même temps que la détention des otages sur le même territoire. C'est du jamais vu dans l'histoire contemporaine. Ça complique évidemment insidieusement les choses. Ça fait que le Hamas a toujours une capacité de nuire, une capacité de résister en dépit de tous les efforts militaires et du drame humanitaire qui est en train de se passer à Gaza, et que au niveau image, le Hamas a réussi à remettre la cause palestinienne au centre, puisqu'il y a eu un impact mondial et que dans la plupart des pays du monde, y compris en Occident, la cause palestinienne est revenue au premier plan.
Alors, deuxième question. Qui a cité Franz Fanon, on a même la musique maintenant. Pour le coloniser, la vie ne peut naître que du cadavre en décomposition du côlon. Je pense que c'est Rima Hassan. Exactement, mais quel talent. Il n'y a qu'elle, je pense, parmi les personnalités politiques françaises. Pour citer françaises. Franz Fanon, il n'y a pas beaucoup de monde. Il faut y aller quand même. Ouais. On passe au troisième sujet. Le conflit russo-ukrainien, les autres du Treuil. Tout à fait. Alors, très d'actualité, puisque ce matin même, une série de détonations a été entendue dans la capitale ukrainienne. Alors, probablement une riposte à l'offensive de Koursk, puisque c'est comme ça que l'on appelle maintenant l'offensive du 6 août dernier des armées ukrainiennes qui ont pénétré le territoire russe. Offensive très symbolique, Régis Le Sommier, autant par ce qu'elle représente pour le moral des troupes ukrainiennes, mais également les armes utilisées, puisque une nouvelle ligne rouge a été franchie puisque des armes françaises ont été utilisées durant cette offensive, n'est-ce pas ? Je crois que les lignes rouges dans le conflit ukrainien, on les a franchies les unes après les autres. Aujourd'hui, il reste que l'usage des missiles attaques MS ou de longue portée dans la profondeur du territoire russe qui est encore interdit par les Américains aux Ukrainiens. C'est-à-dire que Zelensky aimerait pouvoir frapper la Russie de façon plus en profondeur pour pouvoir atteindre éventuellement des bases, et notamment des bases aériennes desquelles décollent justement les Tupolev et autres bombardiers, de façon à amoindrir aussi son adversaire, en tout cas d'essayer de rétablir une sorte d'équilibre difficile à trouver néanmoins. Je dirais que ce qui se passe en Ukraine actuellement, pour moi, ça reste un baroud d'honneur, cette histoire de Koursk. Alors c'est intéressant, c'est aussi une surprise stratégique. Je l'évoquais avec le 7 octobre, les Russes ont été bernés, en tout cas ils ne sont pas imaginer que l'Ukraine allait prendre pied sur leur territoire, sur une zone d'à peu près 1000 km², entre 1000 et 2000 km², autour de laquelle il y a aujourd'hui beaucoup de combats, une intensité renouvelée pratiquement chaque jour. Les Russes tentant justement d'expulser ces Ukrainiens qui se sont installés sur leur territoire. Le leurre de tout ça, c'est que ça montre en effet l'armée ukrainienne à l'offensive. Ça montre qu'elle est capable de porter le fer sur le territoire de son ennemi. Mais en même temps, c'est un leurre. Pourquoi ? Parce que la vraie réalité des combats, elle se trouve aujourd'hui dans le Donbass. Et que là, c'est pas du tout la même histoire. D'un point de vue communicationnel, l'Ukraine peut arguer, parce que c'est énormément une guerre de communication. L'Ukraine peut arguer du fait qu'elle est à l'offensive et qu'elle a conquis du territoire russe. Ça masque quoi ? Ça masque une déroute probable dans la région de Prokhovsk, où la Russie a avancé de façon substantielle, conquérant les unes après les autres les forteresses ukrainiennes implantées depuis 2014. Donc on est vraiment dans le dur du dernier rideau défensif ukrainien dans le Donbass, et c'est là que la guerre va se jouer. Alors, je parlais de Prokhovsk, pourquoi ? Parce que c'est une ville charnière, c'est une des dernières grandes places fortes ukrainiennes avec Slaviansk et Kramatorsk. Donc, il y a trois grosses villes encore qui sont dans l'oblast de Donetsk, qui sont contrôlées par l'Ukraine. Malheureusement, quand on regarde la géographie, aujourd'hui, pourquoi les Russes avancent de façon méthodique et très peu chaque jour ? Parce que ce sont des zones vallonnées, ce sont des zones avec extrêmement de nombreuses friches industrielles, des industries partout. Le Donbass, c'est le poumon industriel de l'Ukraine. C'est une zone extrêmement industrialisée, donc avec évidemment des obstacles qui permettent aux défenseurs de se défendre. Si Prokhovsk est atteint, c'est plusieurs milliers de kilomètres carrés qui vont tomber aux mains des Russes, et c'est surtout derrière, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il n'y a plus rien, ça veut dire que jusqu'au Dniepr, c'est la plaine. C'est la plaine, c'est les grands champs de blé ukrainiens. Alors, les grands champs de blé ukrainiens, on a du mal à réaliser ce que ça donne, mais c'est plusieurs dizaines de kilomètres, la taille du champ. C'est pas comme chez nous, on a même dans la Beauce des champs, voilà. Là, c'est tout droit. Ouais. Donc, c'est tout droit jusqu'au Dniepr. Donc, il n'y a plus de possibilité d'installer des lignes défensives. Donc, le gros risque, il est là. C'est-à-dire que cette opération qui a mobilisé des troupes, qui a mobilisé des bonnes troupes, des troupes d'élite, pour pouvoir faire cette incursion à Koursk,
au final ne servent à rien, puisque si les Russes enfoncent le front dans le Donbass, eh bien, l'Ukraine sera encore plus fragilisée et encore moins bien installée pour le round de négociations qui, on l'espère, arrivera bientôt. Malgré tout, il y a quand même peut-être une utilité, c'est celle du moral des troupes qui compte beaucoup dans ce conflit. On en a déjà parlé avec vous, Régis Le Sommier. Je voulais revenir sur cette ligne rouge, donc avec l'utilisation d'armes occidentales dans le conflit et sur le territoire russe. Est-ce qu'il faut craindre une réaction de Vladimir Poutine au-delà de celle qu'il semble déjà avoir sur le sol ukrainien ? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il peut y avoir escalade à un moment si la Russie se sent fragilisée. C'est là le danger de cette guerre. C'est-à-dire que l'affrontement OTAN-Russie par le biais du proxy ukrainien, puisque c'est clairement ça à quoi on assiste, peut s'intensifier si la Russie se retrouve dans une position d'affaiblissement. Elle ne l'est pas du tout aujourd'hui, et d'un point de vue économique, et d'un point de vue de sa sécurité interne, même si l'Ukraine est capable de mener des raids, l'Ukraine est capable de frapper Moscou, c'est arrivé récemment avec des drones. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent... Mais on reste dans des proportions, je vais dire, acceptables du point de vue russe. Il faut rappeler que cette confrontation entre puissances nucléaires, c'est là où justement réside le vrai problème et le vrai enjeu, c'est déjà pas produite dans l'histoire. Au moment de la guerre du Vietnam, vous aviez la Russie et la Chine qui soutenaient les Nord-Vietnamiens et les Américains, évidemment, sur le terrain, qui affrontaient ces mêmes Nord-Vietnamiens. Et pour ce qui est de l'usage de l'aviation, puisque les Nord-Vietnamiens avaient une aviation, eh bien dans cette aviation, il n'y a pas eu le temps de former des pilotes nord-vietnamiens, donc c'était ou des pilotes chinois, voire des pilotes russes qui utilisaient ces avions et qui frappaient les Américains. À l'époque, les Américains ne se sont pas imaginés une seule seconde d'aller frapper Pékin ou Moscou parce que il y avait des pilotes russes qui étaient utilisés dans ce conflit. Donc, si vous voulez, c'est un peu la même logique. Là aujourd'hui, même si de part et d'autre, on essaye de faire en sorte que les choses restent dans un cadre, d'une guerre classique, en tout cas avec l'usage d'armement, on ne veut pas que ça s'envenime. Le problème de ce genre de guerre, c'est qu'un incident peut déclencher des effets en cascade et que là, il peut y avoir un incident ou quelque chose qui se produit dans lequel les Russes estiment qu'il faut qu'ils passent à la vitesse supérieure. Pour le moment, c'est pas le cas. Dernière devinette, si vous voulez bien, Régis Le Sommier. Tandis que l'État existe, pas de liberté. Quand régnera la liberté, il n'y aura plus d'État. Qui a dit ça ? Lénine, non ? Oui. C'était rapide. Oh là là, bravo. Imbattable. Oui, félicitations. Comme dans Merci les beaucoup. émissions de jeu. Merci beaucoup. Alors, Régis Le Sommier, vous avez une actualité puisque vous allez sortir un livre très bientôt. Oui, je vais sortir un livre. Alors, je suis en train de le finaliser. C'est un livre sur la notion de diable. Voilà. Très bien. Je pense que ça va intéresser vos auditeurs. Non, c'est sur quand est-ce qu'on est diable, quand est-ce qu'on ne l'est plus, quand est-ce qu'on le devient. Évidemment, dans les relations internationales, avec l'utilisation de ce terme, la diabolisation, on va dire, de l'adversaire, ce que ça signifie, toute la portée, historiquement. Je reviens évidemment sur des personnages, alors pas Lénine, mais Staline, qui était à la fois diable bolchevique, avec lequel on s'est entendu pour abattre Hitler, qui est redevenu diable bolchevique une fois que la guerre s'est terminée, et puis d'autres personnages plus contemporains, on va dire, Kadhafi, Saddam Hussein, Bachar el-Assad, évidemment. Ouais. Quand cette notion, et ce qui est toujours très intéressant, c'est qu'il y a une période où nos relations avec ces trois personnages en particulier étaient bonnes, nos relations, et qu'on les considérait d'ailleurs comme des laïcs ou des gens qui pouvaient servir nos intérêts. Saddam Hussein face à l'Iran, Bachar el-Assad, Jacques Chirac, il voyait l'avenir de la Syrie moderne, et il y a un moment les choses basculent, et c'est toujours très intéressant parce que même si légitimement ces personnages ont beaucoup de choses à se reprocher, il y a aussi notre part de responsabilité là-dedans, et on aime bien justement se défausser sur les autres et les qualifié de diable, justement pour... alors après, j'analyse aussi beaucoup d'autres exemples historiques sur cette notion, autour de cette notion. Voilà. Excellent. Écoutez, on a hâte. Ça sort dans un mois. Alors, ça sort dans un mois. C'est aux éditions Max Milo. Excellent. Et je suis vraiment dans le dernier carré. Et là,
Bon, bah, beaucoup de nuits à se dire tiens, est-ce que j'ai encore ça à changer, etc. Voilà. Bon, écoutez, on vous invite en tout cas pour en parler. Merci beaucoup, Gilles Sommier, d'avoir accepté de participer à cette première édition.